Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la télévision interactive. Ravi de vous retrouver cette semaine dans nos éditions de 20h. Nous sommes lundi 11 avril 2022. Les titres. La situation alimentaire au Burkina Faso, le prix des hydrocarbures et du pain. Voici les sujets saillants du point de presse du gouvernement tenu ce jour. Les ministres annoncent les efforts entrepris par l'État, mais disent n'avoir aucune mainmise sur les prix à l'international dont le Burkina est tributaire. L'audit de l'administration publique commandé par le chef de l'État concernera plus d'une centaine de structures publiques, notamment les ministères, les institutions et les sociétés d'État. Le contrôleur général de la SELC, Philippe Nyon, précise que l'audit ne s'adresse pas aux personnes, mais au système de contrôle interne. Élection présidentielle en France, les conclusions du premier tour qualifient Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un face-à-face déjà vécu par les Français en 2017. Ils devront attendre les résultats du second tour prévu pour le dimanche 24 avril prochain pour connaître leur président. Le gouvernement a animé un point de presse ce 11 avril 2022. Le ministre en charge du commerce, celui de la justice et le porte-parole du gouvernement étaient face à la presse. La situation alimentaire était à l'ordre du jour et le gouvernement rassure que des efforts sont faits sur le terrain. En ce qui concerne le prix des hydrocarbures et du pain, le gouvernement affirme que des réflexions sont en cours car l'augmentation à l'international rend difficile la subvention par l'État. Abdelrahim Manieni. Sans le dire clairement, le gouvernement n'exclut pas une augmentation de prix des hydrocarbures et du pain. La cause, l'actualité internationale marquée par la crise en Russie qui donne un coup dur à l'économie nationale. Pour le ministre en charge du commerce, depuis plus d'une année, l'État consent d'énormes efforts pour maintenir le coût des hydrocarbures malgré l'augmentation à l'international. Mais les derniers événements invitent à réexaminer la question pour ne pas porter un préjudice à la Sonabi, Société nationale burkinabé des hydrocarbures. L'espoir, c'est que les choses se tassent et que les prix sur le plan international reviennent à la baisse. En tout état de cause, c'est une question que nous suivons et aucune décision n'a été prise, mais l'objectif c'est vraiment d'informer l'opinion nationale que nous faisons des efforts, mais nous ne pouvons pas également risquer la Sonabi, grâce à laquelle nous avons un stock de sécurité, grâce à laquelle nous avons le carburant. Sur le pain, nous avons la même problématique. Nous avons des acteurs qui risquent l'asphyxie parce que le coût a augmenté de plus de 33%. On sait très bien que personne d'entre eux ne fait une marge de 33%. Et donc, s'ils continuent à rouler à perte, ce qui va se passer, ils vont fermer. Sur le plan alimentaire, la crise n'est pas encore résolue. La hausse des prix des produits de grande consommation, le manque d'intrants agricoles et l'augmentation de leurs prix sont entre autres les problèmes que le gouvernement cherche à résoudre progressivement. Les efforts se poursuivent. C'est un phénomène assez délicat et donc ce n'est pas facile à résoudre tout d'un coup. Mais l'une des solutions, ce serait vraiment d'encourager nos populations, nos entrepreneurs, nos hommes d'affaires à produire localement, à transformer nos productions et à consommer majoritairement localement. C'est à ces prix-là qu'on pourra réduire les effets induits de l'inflation au niveau international. Le ministre en charge de la justice a pour sa part annoncé l'instauration d'un état d'urgence sur tous les territoires nationaux. Cela en application de l'annonce faite par le président du Faso le 1er avril dernier d'interdire des manifestations susceptibles de perturber l'ordre public. L'article 7 de la loi qui réglemente l'état d'urgence précise qu'en cas de démission du gouvernement ou en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, l'état d'urgence prend fin. L'état d'urgence ayant donc pris fin avec 15 jours après effectivement la dissolution du gouvernement, il y a lieu effectivement que les dispositions pratiques soient prises pour la remettre en place, pour permettre effectivement de traquer les terroristes. C'est ça l'objectif. L'article 14 dit ceci. Le ministre en charge de l'administration territoriale ou le ministre en charge de la sécurité
peut prendre toute mesure pour assurer le blocage de tout moyen de communication incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant leur apologie ou divulguant des informations ou stratégies militaires de nature à exposer les forces de défense et de sécurité ou à compromettre leur mission. Se prononçant sur les actes enregistrés à Béguédou dans le Boulgou, le gouvernement se réjouit du fait qu'une trentaine de personnes aient été interpellées par la justice. Les premières auditions sont prévues pour le 20 avril prochain. Par ailleurs, le ministre en charge de la justice a laissé entendre que 6 tribunaux ont été délocalisés à cause de la situation sécuritaire. Il rassure que des concertations sont en cours pour permettre à ces juridictions d'assurer la délivrance des actes à distance. L'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC, a animé une conférence de presse ce lundi 11 avril 2022 à Ouagadougou dans le but d'éclairer l'opinion publique sur ces missions d'audit commandées par le président du FASO. Il ressort de cette rencontre avec la presse que plus d'une centaine de structures publiques seront concernées par ces contrôles qui se dérouleront en 2 vagues. La présidence du FASO, le premier ministère, l'Assemblée nationale et 6 autres ministères font partie de la première vague. Quant à la seconde, elle portera sur les ministères de la Défense et de la Sécurité. Maxime Jean-Eudes Bambara. La présidence du FASO, le premier ministère et l'Assemblée nationale sont les 3 premières structures en cours d'audition sur la centaine que devra auditer l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, a annoncé le contrôleur général d'État. 6 ministères, dont ceux en charge des sports, des infrastructures, de la fonction publique, de l'urbanisme, des finances, des mines et carrières, sont également concernés par cette première vague. Pour cette première étape, 120 auditeurs sont commis à la tâche. Les audits qui sont annoncés ne s'adressent pas à un acteur donné, mais concernent le dispositif de gouvernance des entités qui sont concernées. Le but pour nous, c'est d'identifier s'il y a des points forts, s'il y a des points faibles. C'est d'identifier les différents dysfonctionnements. C'est d'identifier les causes irrélatives. Et à partir de ces constats, identifier les bonnes pratiques à suggérer et les recommandations d'amélioration. Si certains s'inquiètent des prérogatives de l'ASELC de pouvoir contrôler l'Assemblée nationale, pour le contrôleur général d'État, cela est bien possible au regard de la loi organique qui régit le fonctionnement de son institution. Quand on prend l'ASE dans son format de 2007, qui était rattaché au Premier ministère, il ne serait pas possible l'ASE sous ce format d'aller vérifier l'Assemblée nationale. Mais dans le format actuel impulsé par la loi organique de 2015, l'ASE est une institution constitutionnelle. L'ASE, tout comme la Cour des comptes, est hors hiérarchie, n'est rattachée à aucun ordre hiérarchique, peut alors vérifier l'Assemblée nationale. Après la première vague, suivront les ministères de la Défense et de la Sécurité. Et selon Philippe Nion, les travaux préparatoires sont déjà faits pour la réussite de l'opération dans ces ministères. Après, nous avons rencontré donc le ministre de la Défense, donc lorsque nous avons entamé les travaux préparatoires pour échanger sur les audits et demander donc des facilitations. Et nous avons donc la garantie de la hiérarchie militaire d'accompagner l'ASE donc dans ces audits. Donc pour l'instant, nous attendons d'être sur le terrain. Si des difficultés sont rencontrées, nous saisirons donc qui de droit pour les lever comme la promesse a été faite. Sur la question de l'appel à contribution des citoyens contre récompense, il s'agit, selon le contrôleur général d'État, de motiver des citoyens honnêtes. La dénonciation calomnieuse est sanctionnée par le code pénal. Nous voulons motiver les citoyens honnêtes à rapporter à l'ASE des éléments probants irréfutables, devant permettre effectivement d'aller vers la constatation des biens infractionnels, la constatation des biens accumulés à partir des produits de la corruption et permettre donc à l'État de recouvrer ses avoirs. Et la récompense sera faite sur la base des avoirs recouvrés.
Ces audits vont porter sur la gouvernance, les marchés publics, le carburant, les frais d'émission, les frais de voyage, les rétributions diverses servies lors des formations et manifestations à caractère officiel, les comptes de dépôt, les régies d'avance, les dons, entre autres. 3 principaux acteurs vont conduire ces audits. Il s'agit notamment de l'ASELC, de l'Ordre national des experts comptables et d'un cabinet de renommée internationale. Les députés de l'Assemblée législative de transition n'échappent pas à la tradition de l'institution qui veut qu'à chaque nouvelle législative, les mandataires soient instruits sur son organisation et son fonctionnement. Ainsi, les nouveaux députés ont-ils 48 heures à compter de ce jour 11 avril pour se familiariser avec les textes de l'Assemblée législative. Sanata Siri. 48 heures durant, les députés de l'Assemblée législative de transition verront leur capacité renforcée sur l'organisation et le fonctionnement de l'appareil législatif. Il s'agira au cours de cette première journée de formation de présenter notamment aux participants les structures et organes du Parlement et leurs attributions, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des interparlementaires. Ça sera également l'occasion pour ces nouveaux députés de distinguer les organes politiques de ceux administratifs. Cette formation vise à imprégner les députés nouvellement installés pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe à l'Assemblée, pour qu'ils puissent s'outiller afin de pouvoir voter les lois, et comment on vote les lois, comment l'organisation de l'Assemblée est faite. Et cette formation vise à mieux enseigner les nouveaux députés pour cela. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'il y avait des agents au niveau de l'Assemblée, en dehors des députés. On va les enseigner, les montrer qu'en réalité, il y a des services qui sont là, les médias, les services législatifs, les ressources humaines. Le deuxième jour de la formation sera consacré aux thématiques de la légistique proprement dite, c'est-à-dire le travail du député. Un module qui va aborder les règles et techniques d'élaboration d'un projet de loi. Le deuxième jour, c'est pour qu'ils puissent connaître le travail parlementaire en tant que tel. On appelle ça la légistique. Et comment voter les lois, la procédure, comment, depuis le projet de loi jusqu'au vote au niveau de l'hémicycle. Expressement, comment ils peuvent connaître la procédure qui est suivie. Cette session de renforcement des capacités connaît la participation effective des 71 députés de l'Assemblée législative de transition, ALT. La formation se déroule du 11 au 12 avril 2022 et il est attendu des participants une bonne appropriation des différents thèmes abordés. Dans la capitale burkinabé, les populations attendaient de pied ferme une pluie bienfaisante pour atténuer un tant soit peu la canicule. Dans la nuit du 10 au 11 avril 2022, ce fut chose faite avec malheureusement beaucoup de vent, ce qui a causé d'énormes dégâts par endroits. Tel est le cas à l'école Nyoko 1E dans la commune rurale de Samba. 4 salles de classe sont hors d'usage. Amidou Sawadogo, directeur de l'école, est désemparé à moins de 2 mois des vacances, mais il rassure qu'il n'y aura pas de vacances à anticiper. Michael Tougri. Une salle de classe entièrement effondrée sous l'effet des intempéries de ce 10 avril. Cette salle de classe qui accueille les élèves de CP2 ici à l'école primaire de Nyoko 1E dans la commune rurale de Samba a été construite en 2020 par l'association des parents d'élèves selon le directeur de l'école. La salle de classe n'aura tenu que moins de 2 années scolaires. Plus d'une centaine d'élèves sont désormais hors de cette salle de classe. On a recruté des enfants. En 2020, il n'y avait pas de salle. Bon, on a approché la mairie qui n'a pas eu de solution. Donc finalement, les parents ont décidé de construire la salle de classe pour abriter les enfants. Nous sommes à la 2e année comme ça. Et malheureusement, le vent est arrivé et a tout détruit. Voilà. Donc, la salle de CP2. Voilà. Qui abrite 102 élèves. Donc, nous avons 102 élèves dehors. Dans le même bâtiment, les classes de CP1, CE1 et CM1 ont eu plus de chance. Les 3 salles de classe ont pu résister au passage du vent qui a néanmoins causé d'importants dégâts. À 2 mois de la fin de l'année scolaire, le directeur de l'école Nyoko 1 rassure.
Des dispositions sont prises avec l'appui de bonne volonté. Les élèves des 4 salles impactées par ce sinistre seront réorientés vers d'autres bâtiments en vue d'achever le programme scolaire. Parce qu'il faut forcément terminer l'année. Voilà. Il nous reste 2 mois. Il faut forcément achever le programme scolaire. Un partenaire qui nous a trouvé 3 classes qui est en phase d'achèvement. Donc nous serons obligés de forcer pour occuper ces salles-là, en attendant. Donc il va nous rester une seule salle, la classe de CM1, à rechercher. Voilà. Un peu plus de 500 écoliers sont obligés pour l'instant de stopper les cours. Pour le directeur de l'école, Amidou Sawadogo, il n'y aura pas de congé anticipé. Dès ce 12 avril, les cours devront reprendre pour les élèves de CP1, CP2 et CE1, a-t-il rassuré. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a livré ce lundi 11 avril 2022 son verdict relatif au procès qui opposait Hector Ouedraogo, ancien président de l'Union nationale de l'association des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina, à la nouvelle présidente Korotimi Traoré. La décision du tribunal a été prononcée en faveur du nouveau bureau à la grande satisfaction de la présidente de l'Union. Serge Kaboré vous en parle. L'horizon semble à présent s'éclaircir pour l'Union nationale de l'association des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina, UNAPESB. En effet, le tribunal de grande instance de Ouagadougou TGI a donné son verdict dans le procès sur l'affaire des 25 millions qui opposait l'ancien président de l'UNAPESB, Hector Ouedraogo, à l'actuelle présidente Korotimi Traoré. Les faits de délit de dénonciation calomnieuse et diffamation, de discrédit à une décision de justice et de délit d'usurpation de titre reprochés à Dame Korotimi Traoré par Hector Ouedraogo ont été jugés non recevables par le tribunal. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou nous a dit que M. Hector n'était pas recevable dans ses requêtes et par conséquent on n'est pas coupable des faits qu'il nous reprochait. Très satisfaite parce que au fond de moi, je savais qu'on n'avait rien fait de mal. On s'est toujours, accompagné par des professionnels du droit qui nous ont dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est dans ce sens-là que nous avons marché. Des faits, l'on se souvient que l'ancien président de l'UNAPESB, Hector Ouedraogo, avait convoqué en justice le nouveau bureau pour des propos tenus au cours d'une conférence de presse. Dans la dite conférence, le nouveau bureau de l'UNAPESB accusait Hector Ouedraogo d'avoir reçu 25 millions et d'en avoir remis 15, retenant par devers lui 10 millions de francs CFA. Appelé à la barre plusieurs fois au cours de ce procès, le nouveau bureau dit avoir donné ses arguments. Nos arguments, c'était que on a travaillé selon l'esprit des textes qui régissent notre structure. Et selon les textes, s'il y a des difficultés, on peut procéder au changement du président par le vice-président. C'est ça qui nous a conduit à convoquer le congrès extraordinaire et qui a entériné l'élection de la vice-présidente comme présidente en remplacement du président. Les textes nous l'autorisent. C'était vraiment pour sauver la structure, pour qu'il n'y ait pas vraiment de blocage, dans la mesure où c'est une structure qui doit travailler durant l'année scolaire. Très satisfaite du délibéré, l'actuelle présidente de l'Union nationale de l'association des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina, UNAPESB, estime à présent pouvoir travailler sereinement dans le cadre de l'intérêt de la structure. À noter que nos tentatives d'avoir la réaction de Hector Ouedraogo sur ce verdict sont restées vaines. Le mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis, MADPOED en abrégé, a organisé ce dimanche 10 avril 2022 une journée de mobilisation citoyenne en faveur de la réconciliation nationale. À travers des prières et la lecture du Coran, ce sont environ 200 participants qui ont imploré la miséricorde de Allah pour la paix et la stabilité au Burkina et pour une réconciliation des cœurs. Serge Kaboré.
Lecture du Coran, prière dans ce mois de Ramadan pour la stabilité du pays et prêche islamique sur le pardon ont marqué la présente journée de mobilisation citoyenne pour la réconciliation nationale. Organisée par le mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis Matpoet, cette activité a permis de réunir près de 200 fidèles musulmans pour des prières en faveur du pays des hommes intègres. C'est pour que tous les Burkinabés puissent vraiment se réconcilier parce que nous voyons que depuis le 24 janvier jusqu'à aujourd'hui, vous voyez qu'il y a eu un changement de pouvoir. Donc nous souhaitons à tous les Burkinabés de faire table rase, de venir ensemble pour qu'on puisse faire la réconciliation. C'est le souhait le plus absolu du président d'Amiba, la réconciliation nationale. Et la construction du Burkina Faso viendra de tous les Burkinabés. Donc c'est pourquoi nous avons initié cette journée de réconciliation parce que nous avons dans les différentes communes rurales et dans les différents arrondissements des structures de réconciliation. Et ce sont ces structures que nous avons invitées ici aujourd'hui pour faire cette journée. En termes de processus de réconciliation et de pardon, le mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis plaide pour un retour des exilés politiques ainsi que la mise en liberté de certains prisonniers. Il y a des leaders politiques qui sont en prison et il y a d'autres, vous avez oublié, il y a d'autres qui sont en exil. Voilà, c'est pourquoi nous invitons tous les Burkinabés à laisser passer afin que tous ceux qui sont à l'exil puissent rentrer et tous ceux qui sont en prison puissent sortir. C'est pourquoi nous parlons de la réconciliation. Terme islam, Dieu nous pardonne quand tu demandes pardon. Donc quand tu sens que la personne même veut te demander pardon, il faut le pardonner, même si on n'a pas fait de jugement. Voilà, donc dire que sans la justice, il n'y a pas de pardon, c'est un peu compliqué. Cette journée de mobilisation citoyenne pour la réconciliation nationale a été placée sous le thème de l'apport des leviers religieux pour une paix durable au Burkina Faso. Le mois béni du jeûne est l'occasion pour le fidèle musulman de se rapprocher de Allah. Cette communion avec son Créateur passe entre autres par la prière, la pénitence et le partage. Les conditions bien comprises mais surtout bien appliquées par la famille Ramdé qui habite le quartier Kilouin dans l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou. Gladys Ada et Serge Kabouré vous font participer à la rupture du jeûne dans cette famille qui partage son repas avec ses voisins. Il est 15h lorsque nous arrivons dans la famille Ramdé. Nous sommes à Kilouin, dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Ce soir, c'est au tour de cette famille de recevoir les voisins de quartier pour la rupture du jeûne. Après plus de 10 heures sans manger ni boire, la fatigue se lit sur les visages. À 2 heures de la rupture, direction la cuisine où les femmes s'activent pour l'iftar, le repas de la rupture du jeûne. Au menu, des galettes, de la bouillie de petits milles, des pâtes alimentaires et du poisson. Pendant que certaines sont à la cuisine, d'autres découpent des fruits et s'occupent de la préparation du zomkom, une boisson faite à base de farine de petits milles, très prisée en temps de jeûne. De l'autre côté de la cour, les fils s'activent également. Sous le regard du chef de famille, il dispose des nattes et des tapis de prière à une place aménagée pour la rupture. Mise en place terminée, le chef de famille fait ses ablutions. Les voisins commencent à faire leur entrée. Il est 18h20, enfin l'heure de la rupture. Une rupture collective qui se fait de façon chronologique, d'abord les dates, le thé, la boisson et les fruits. Après cette première phase de la rupture, c'est l'heure de la prière. Une prière dirigée par le fils aîné de la famille. Quelle que soit leur occupation journalière, les enfants de la famille Ramdé ne manquent pas à la tradition, celle de rompre le jeûne en famille. Si vous avez remarqué, je suis arrivé un peu tardivement, mais on travaille à ce que, à l'heure de la rupture, on puisse descendre tôt pour pouvoir vivre ces moments-là ensemble en famille ici. Considéré comme le mois de la charité, un moment sacré de paix, d'amour et surtout de partage, le mois de Ramadan représente pour la famille un moment pour resserrer les liens entre voisins du quartier sans distinction de religion, un symbole fort de cohésion sociale. C'est une particularité dans le cadre burkinabé. Rarement vous voyez des familles où il n'y a pas toutes les religions qui sont combinées. Moi-même dans ma famille, il y a toutes les religions qui sont combinées. J'ai un oncle qui est chrétien, j'ai des oncles aussi qui sont de la religion traditionnaliste. Mais au quartier ici, on vit vraiment en famille, entre voisins.
souvent entre collègues, parce que j'ai des collègues aussi qui ne sont pas loin d'ici. Et vraiment, on ne ressent pas ces différentes religions. Je suis effectivement chrétien catholique et nous savons très bien que le carême, c'est une preuve physique et spirituelle. Alors, c'est un signe pour nous d'encourager nos frères musulmans dans ce sens. Voilà, donc pour que, en tout cas, en toute solidarité, nous puissions les accompagner pendant ce temps. Pour le chef de la famille, c'est un honneur pour lui de partager ces moments avec toute sa famille et ses voisins. Cela fait 7 jours que nous avons débuté le jeûne. Nous demandons à Dieu de nous montrer le grand jour dans la santé et la joie. Le jeûne a débuté le samedi 3 avril dernier et la famille Ramdé compte l'observer jusqu'au dernier jour, le jour de l'Aïd el-Fitr. Elle invite par ailleurs les fidèles musulmans à mettre à profit ce mois de Ramadan pour plus d'actions et de prières pour la paix au Burkina Faso. Un peu de sport à présent. Pour le compte de la 24e journée, Majestic a battu l'US Forces Armées par le score de 2-0. Ce match a eu lieu au stade Issoufou Joseph Konombo hier. Cette victoire de Majestic permet donc à Majestic de gagner une place de plus et elle pourra donc tenter de rejoindre le trio de tête. Par contre, l'USFA perd une place et se retrouve au milieu du tableau. Assami Tiemtori. Belle victoire de Majestic face à l'USFA ce dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo. Dès l'entame du match, le poulain de Falcao trace la ligne à suivre en obligeant les militaires à encaisser. Yul Walter, dans ses œuvres, élimine Maxime Ouattara avant de permettre à Salif Tietiba à la 2e minute d'ouvrir la marque. L'USFA réagit à la suite sur cette frappe de Ridouane Maïga, mais bien suivie par Farid Ouedrago. Les deux équipes font circuler le ballon sans grand danger jusqu'à la pause. En seconde période, Majestic se montre encore déterminé à repartir avec le gain du match sur ce coup franc sans danger. Et sur ce compte de Majestic mené par le jeune Yul Walter, la défense de l'USFA se montre laxiste. Il termine son action en inscrivant le 2e but de Majestic. À 2-0, l'USFA tente à tout prix de réduire la marque en vain. Majestic l'emporte au coup de sifflet final, 2-0. Oui, c'est vrai, depuis la diversité, je pense qu'on arrive à garder le rythme du jeu, on arrive à garder nos occasions qu'on gâche toujours. Et si on arrive à imprimer le match, je pense que c'est une suite logique. Ce match, je pense que ce n'est pas le plus abouti, parce que je pense que contre la première ce soir, mais c'est le foot, c'est comme ça. Ce soir, on a été chercher que l'aide de l'USFA. Donc, une victoire bien méritée, reconnaît le coach de l'USFA qui trouve que son équipe n'a pas été à la hauteur. Je pense que ce soir, on a eu un problème de concentration d'entrée qui nous a coûté cher. Et en deuxième partie aussi, on a cherché à égaliser. Et puis maintenant, on prend un deuxième but qui vient nous assommer. Je pense que l'adversaire ce soir a mérité sa victoire. L'arbitrage ce soir, pour moi, j'aime pas trop parce que les arbitres sont ce qu'ils sont. Quand même tu parles à ton joueur, il pense que ça y est, tu parles. Il veut te verbaliser, je ne sais pas pourquoi. Mais ce soir, l'arbitre, il y avait une faute d'entrée. Après, on commet une deuxième faute, il siffle contre nous. Bon, voilà pourquoi l'assistant s'est levé parler, il lui donnait un jaune, l'assistant encore parle, il vient lui donner un carton rouge. On ne sait pas ce qui se passe avec les arbitres, je ne sais pas sincèrement l'USFA a fait quoi avec les arbitres. Avec cette défaite, l'USFA s'éloigne de plus en plus du titre et Majestic peut toujours espérer. Hors de chez nous, pour la 2e fois dans l'histoire de la 5e République, les Français s'apprêtent à vivre le match à retour d'une affiche à laquelle ils ont déjà assisté. Selon les résultats définitifs de 100% des communes fournies par le ministère de l'Intérieur, ce sont donc nous avons Emmanuel Macron donc et Marine Le Pen qui se sont hissés à la tête du premier tour. Les deux candidats qui se sont affrontés en finale en 2017 seront départagés par les électeurs le dimanche 24 avril prochain, jour du second tour.
Le second tour de l'élection présidentielle française opposera donc Emmanuel Macron à Marine Le Pen, comme en 2017. Si le président sortant a fait un score plus important qu'il y a 5 ans, l'écart avec sa rivale d'extrême droite s'annonce plus serré au deuxième tour, et il le sait. Durant les 15 jours à venir, ne ménageons aucun effort car rien n'est fait. Soyons humbles, déterminés. Allons convaincre chacune et chacun. Le 24 avril prochain, nous pouvons faire le choix d'une nouvelle époque française et européenne. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de l'espoir. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de la France et de l'Europe ensemble. À l'issue d'un vote marqué par une abstention très forte, environ 25%, l'extrême droite s'est donc à nouveau qualifiée pour le second tour de la présidentielle. J'assurerai l'indépendance nationale pour faire de la France une puissance de paix. Je restaurerai dans tous les domaines la souveraineté de la France, c'est-à-dire pour les Français la liberté de décider pour eux-mêmes et de défendre leurs intérêts. Je contrôlerai l'immigration et rétablirai la sécurité pour tous. En France, jamais l'extrême droite n'a été aussi puissante. Marine Le Pen peut notamment compter sur les réserves de voix d'Éric Zemmour, qui a appelé à voter pour elle. Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, a raté de peu la marche du second tour. Arrivé 3e juste derrière Marine Le Pen, il a clairement appelé ses électeurs et électrices à ne pas voter pour elle. Qui prendrait-on les Français ? Ils sont capables de savoir quoi faire. Ils sont capables de décider ce qui est bon pour le pays. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Quelques jours tout juste après la sortie du dernier rapport alarmant du GIEC, l'urgence climatique reste la grande perdante de ce premier tour. L'ONG Greenpeace classe le programme d'Emmanuel Macron sur l'écologie comme extrêmement faible à l'image de son bilan et les quelques propositions de Marine Le Pen comme du greenwashing. C'est la fin de cette édition. Bessogré John William Somda vous retrouve dans quelques instants pour un tour complet de l'actualité sportive. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.